Je me présente, Fernand Lopez, directeur sportif au MMA Factory. Je suis un peu multiple casquette. Principalement, je suis entraîneur, manager, je suis préparateur physique. Mon emploi de temps, essentiellement, c'est la salle, mon bureau, mon ordinateur et les avions. Donc, on va dire c'est quasiment 30% un peu partout. Bon, peut-être 40% la salle et puis 30% sur l'ordinateur. Pour la préparation des combats, l'analyse des combats sur des vidéos, la recherche des combats, la validation des contrats, les signatures de contrats, 30% le voyage, donc la plupart du temps accompagnement pour les combattants, manager les autres coachs qui sont à la salle, il y en a 19 au MMA Factory, manager les préparateurs physiques, il y en a 6. Et puis prendre individuellement les compétiteurs en fonction des dates de combat. Ce qu'on appelle le travail technico-tactique sur les pattes d'os, sur les PAO, tout ce qui est outils de percussion pour la boxe. Au MMA Factory, il y a 600 adhérents environ et on a un peu plus de 10% qui sont inscrits sur la liste de haut niveau. Exactement, on est à 73 athlètes inscrits sur la liste de haut niveau. Sur les 70 athlètes, il y en a une quarantaine qui sont actifs, mais en tout cas la quarantaine qui est toujours active avec le roulement, combat un peu partout dans le monde. Je ne sais pas comment les citer. On a l'UFC, on a le Bellator, on a le Cage Warrior, on a le BAMMA, on a le Rising, on a l'EFC en Afrique du Sud, on a le GMC, le Superior Fight en Allemagne, on a le Superior Fight en Suède, le SHC en Suisse qui revient d'ailleurs. Mais voilà, on en a quasiment dans tous les pays, à travers tout le monde, on a des athlètes un peu dans toutes les organisations. One, there we go. Alors, le métier, il s'apprend comme tous les métiers en fait. Le jour où vous êtes journaliste, la première interview que vous faites, vous l'avez parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis en contact ou voilà, vous avez eu l'audace d'aller chercher sur Internet et pris le contact de quelqu'un. Et ensuite, petit à petit, vous faites un petit carnet d'adresses parce que vous prenez les contacts à chaque fois que vous faites des tournages de vidéos. C'est quasiment la même chose pour un entraîneur ou pour un manager ou pour un préparateur physique. On se fait des contacts. J'ai été tour à tour entraîneur, responsable de formation sur des fédérations comme la Fédération de sport de contact. Il y a quand même 45 000 licenciés. J'ai vu passer des centaines et des centaines de stagiaires devant moi que j'ai formés. J'ai été formateur à la fédération de lutte et ça donne des contacts petit à petit. À l'international, c'est pareil, on commence avec une compétition, 2 compétitions, on rencontre des gens. S'il y a une organisation qui me demande 3 athlètes, à l'instant où il me demande 3 athlètes, il me les donne, je peux être au restaurant, je peux être en famille et en fait, il y a le temps de réponse qui doit être super rapide, la qualité de la réponse. Aussitôt que je reçois mon message, tout de suite dans la foulée, je vais sélectionner les 3 personnes qui sont capables de faire ces matchs-là. Je vais aller examiner les vidéos puisque je ne peux pas en fait envoyer des personnes au combat sans avoir vu si elles ont une chance de gagner. Donc il y a des personnes qui vont remettre ça au lendemain ou à 2 jours après, mais moi, je ne remets jamais au lendemain. Continue Francis, continue sur la cage, continue. Voilà. Hop, hop. Ne va pas ici en laissant le dos là. Moi je préfère d'abord qu'on soit d'abord ici. Et quand on est ici, on va s'élever. Si on fait ça en premier, il vient se mettre derrière comme il s'est mis derrière. Et on a un problème de dos en fait. Restons face à lui. Occupe-toi de ton corps, ne t'occupe pas du corps de ton Francis. Juste ton corps. Comment ton corps il revient debout. Voilà, merci. On est parfait. Juste ton corps debout. Voilà, ça m'arrange. Ça m'arrange. Maintenant, c'est pas grave. Il y a un crochet, mais on ne laisse pas l'autre crochet rentrer. Là, il a un crochet, mais il n'y a rien. Il est obligé de ressortir. S'il ne ressort pas, il va se faire mal. Il n'y a rien, tu es à l'abri. Les sportifs de haut niveau, on leur demande d'être forts. Et on sélectionne des hommes et des femmes qui sont exceptionnels. Des personnes qui ont une capacité mentale forte, donc des personnes qui ont aussi un ego surdimensionné. Des personnes qui veulent beaucoup d'espace et qui veulent des leaders. Du coup, on se retrouve avec un gros groupe de personnes qu'il va falloir gérer au quotidien. Gérer pour qu'elles ne se marchent pas dessus, gérer pour que chacun respecte l'espace de l'autre. D'un côté, la souplesse pour comprendre ce qui se passe, pour être à l'écoute tout le temps, pour être disponible tout le temps des demandes, des sollicitations, mais aussi à la fois d'être fort, avoir une main
de faire dans un gant de velours pour pouvoir tenir la rigueur dans la salle. Plus de changement de niveau encore, Nas. Non, c'est droit, il n'y a rien, il n'y a aucune fente de lui. Voilà, ça marche quand tu le rends fou. En haut, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas, et bam, tu le colles sur la cage. Nas, allez, 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 il est fun. Voilà. Tu es en train de sortir du game plan. Le game plan, c'est faire des incertitudes et balancer. Voilà, ça c'est le game plan. Merci. Le champion ou l'athlète qui va sérieusement percer naît avec ce qu'on appelle un facteur X, quelque chose qu'on ne sait même pas déterminer qu'est-ce qui fait la différence, mais qui fait de lui un leader, un orateur, un combattant avec du style, un combattant avec voilà, c'est vraiment multifactoriel, mais à la fois quelque chose qu'on ne contrôle pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a les fondamentaux qu'on contrôle. On va nous dire qu'il faut que l'athlète soit motivé. La motivation est un facteur très important parce qu'il va passer des périodes qui vont être difficiles pour arriver à la compétition, pour pouvoir sortir son épingle du jeu. On va vouloir d'un athlète qui soit combatif, endurant, la ténacité. On va vouloir d'un athlète qui soit courageux. Et ensuite, on va parler des qualités physiques, la force, l'endurance, la coordination, la souplesse, tout ce qu'on veut, la puissance. Mais au final, quand on arrive sur l'élite de l'élite, c'est le facteur X qui va jouer. Comme toute personne qui fait un boulot, on est satisfait quand on a bien fait notre travail. La consécration en fait de mon travail d'entraîneur la finalisation se fait sur le ring ou dans une cage. Pas toujours parce qu'on a gagné. Il m'arrive d'être très satisfait de l'athlète qui a combattu, mais a respecté tout ce qu'on avait dit. Il faut relativiser. Et puis effectivement, quand il y a une victoire, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a la récompense de ce qu'on a fait. Il arrive qu'il n'y ait pas de récompense des fois après avoir travaillé, et là ça fait mal. En général, s'il y a une victoire, je recule, je m'efface. Parce que pour la célébration, j'ai du mal. Mais par contre, s'il y a une défaite, notamment, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui avaient des KO, je me précipite dans la cage parce que j'ai déjà eu des KO et je sais qu'au moment où on ouvre les yeux, on a besoin d'avoir quelqu'un qu'on connaît près de nous. Il est mal, il se sent seul. Comme on dit, la défaite est orpheline, mais la victoire a 1000 pères. En général, quand il y a une victoire, il y a tout le monde qui devient le père de la victoire. Il y a tout le monde qui sent qu'il a participé à la victoire. Mais quand il y a une défaite, c'est le moment c'est vraiment à ce moment-là que l'entraîneur doit faire un pas en avant et assumer la défaite et dire c'est ma défaite. Parce qu'il n'y aura personne pour l'assumer la défaite au final. Et à ce moment, l'athlète a vraiment besoin de nous. Et c'est là où j'aime être le plus présent en tout cas. La première fois où je découvre le MMA, c'est bizarre ce que je découvre le MMA parce que je vais chercher un sport sécuritaire. J'ai été blessé, j'ai eu une grosse blessure qui a failli me coûter la mobilité. J'ai failli être sur une chaise roulante parce que j'avais une hernie discale, C5, C6, donc un disque qui sectionnait ma moelle épinière. Et je me suis fait opérer. J'ai fait 3 années sans sport quasiment, avec une mineure pendant 6 mois. J'avais du mal à tenir mon cou. Enfin, mon cou avait du mal à soutenir ma tête plutôt. Et puis finalement, j'ai repris de l'activité et je cherchais un sport qui soit contrôlable. On m'a parlé d'un sport où on pouvait s'entraîner étant sur le dos. Déjà, c'était magnifique. Et un sport où si jamais on me touchait au niveau du cou, pour mes cervicales, je pouvais taper et on arrêtait en fait l'action. Et donc c'est comme ça que je suis allé au grappling. Je suis allé dans une salle, la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. C'est mon premier entraîneur et d'ailleurs mon seul entraîneur des MMA. J'étais assez surpris parce que Mathieu faisait 65 kg, 68 kg tout mouillé au maximum. Et il me tordait dans tous les sens, il me pliait, il en faisait ce qu'il voulait. Je faisais 93 kilos, je combattais à 84 kilos, mais j'étais bien solide, mais voilà quoi, il s'amusait avec moi parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé au sol. J'étais un bon lutteur, je faisais des projections et puis je finissais par taper. Et donc du coup, je m'y suis intéressé, j'ai fait quelques compétitions de grappling.
J'ai fait du Muay Thai, j'ai fait de la boxe anglaise. J'ai fréquenté pas mal de clubs de boxe anglaise finalement. Et puis j'ai repris l'OMMA. J'ai fait du MMA, j'ai fait plutôt du pancrace d'abord. Pas mal de compétitions amateurs, une vingtaine. Et ensuite j'ai fait une vingtaine de combats de MMA un peu partout en Europe. Les choses évoluent, le sport a évolué et la demande a aussi évolué. Les jeunes qui venaient me voir en 2005 pour faire du sport ne sont pas les mêmes jeunes qui viennent en 2018, quoi. Le temps a passé et les jeunes croient un peu plus. Et le premier que j'ai mis à l'UFC, c'était Taylor Lapillus. On n'y croyait pas, il était tout jeune, il faisait du pancrace. Mais moi j'y croyais, je me disais qu'il avait quelque chose, un facteur X qui pouvait l'amener à gagner. On est arrivé finalement avec 3 victoires à l'UFC et puis une défaite, c'est déjà pas mal sur 4 combats. Parce qu'il y a eu la croyance, parce qu'on y a cru. Et donc du coup, c'est bien de laisser les jeunes rêver. Cependant, le conseil que je voudrais donner aux jeunes, c'est de dire, vous voulez qu'on croie en vous. Vous arrivez avec des ambitions, mais croyez aussi en vous-même. Donc la clé, c'est ça, c'est que soyez déjà motivés et demandez-vous, est-ce que vous avez fait de bons sacrifices pour pouvoir demander à d'autres personnes, c'est à vous-même et c'est à votre famille de faire des sacrifices pour vous. Il m'arrive des fois de refuser d'entraîner des personnes, soit parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Je ne vais pas citer de nom, mais il m'est arrivé de refuser d'entraîner des personnes parce que je soupçonnais qu'elles soient dopées ou parce qu'elles m'avaient dit qu'elles étaient dopées. J'ai refusé des fois d'entraîner des personnes parce que je constatais dans leur attitude, surtout chez les débutants, on va dire chez les non-compétiteurs de haut niveau, il arrive des fois qu'on reçoive des personnes qui s'inscrivent à la salle et qui viennent avec l'idée de la casse. On leur fait un remboursement et puis on s'en sépare simplement. Il m'est arrivé de refuser d'entraîner des personnes aussi parce que simplement j'avais senti que j'avais été trahi sur le plan sportif. Je suis très attaché à la loyauté. Si mon métier était d'être balayeur, je voudrais que l'histoire retienne que j'ai été le meilleur balayeur de rue qui existe ou du moins un très bon balayeur de rue et qu'on s'en souvienne. Voilà. Donc mon rôle, mon métier c'est entraîneur, gestionnaire d'une salle de sport. Je voudrais que l'histoire retienne que j'ai été un très bon entraîneur, pourquoi pas le numéro 1 un jour, et que j'ai été l'un des meilleurs gestionnaires de salles de sport de combat qui existent. Voilà.